Cela dépendait du temps que prendrait la conférence. Vous n'irez pas au théâtre, non? Je crois que j'irai faire ce qu'on appelle un repas léger à l'hôtel anti-alcoolique encore une fois. Je me dis, mon Dieu, mon Dieu. Et ce n'est pas comme si elle était inconsciente de ce qui se passe autour d'elle, ou inattentive. Non, elle sait que la chienne est là qui s'étire et tend la patte, mais elle ne lui prête qu'une attention faible et embarrassée. Vendredi 21 février, on ne pourrait trouver de femme qui offre un contraste plus extravagant que Marjorie Snowden et 10. Margaret Gere, 1878-1965, avait étudié la peinture à Birmingham, puis à l'Académie Slade. Elle habitait Pinswick, dans le Gloucestershire, et, de même que Margaret Snowden, elle était membre du groupe d'artistes de Cheltenham 181 et Tel Smith. J'étais étendue là, à 4 heures, hier, lorsque j'entendis quelqu'un sonner, puis monter l'escalier d'un pas décidé, et enfin une femme d'un certain âge, plus âgée que je m'y attendais, aux allures brusques et militaires, fit irruption dans la piste un peu colorée, fantasque et abrupte, en costume tailleur et tricorne. Voyons que je vous regarde un peu, cela fait, bon. J'ai apporté un carnet et un crayon. Je voudrais vous poser des questions. À ce moment on sonna. J'allais voir. Puis nous montâmes prendre le thé. D'abord je voudrais dresser la généalogie de la famille de votre mère. Le vieux Patle, avez-vous un portrait? Non. Bon. Le nom de ses filles, cela dura tout au long du thé. Ensuite, sur le divan, quand elle eut étendu ses jambes sur le panier de pancakes, nous parlâmes sans discontinuer jusqu'au retour de elle, à 7 heures. Nous parlâmes, mais en fait elle parla beaucoup plus que moi. En montant prendre le thé, je lui avais demandé de m'appeler Virginia. 10 minutes après le thé, elle me demanda de l'appeler Ethel. Tout était réglé. Les fondements d'une amitié éternelle établie en 15 minutes, que de bon sens, que de rapidité, et la voilà lancée, sur le chapitre de la musique. On prétend que je suis égoïste. Je suis une lutteuse. Je sympathise avec les opprimés. J'ai téléphoné à Hugues Galland de déjeuner ensemble. Mon cher Hugues, ma chère Ethel, il y a des faits que vous ignorez concernant votre sexe. Croyez-moi, je dois passer mon temps à aller houspiller, harceler les gens à Londres. Ils finissent par me promettre 14 femmes dans l'orchestre. J'en trouve 2. Alors je reprends le téléphone et là sur la tempe une veine qui gonfle, pareil à un gros verre. Ses joues sont pourpres, ses yeux décolorés étincellent. Elle a un vaste front bombé. Elle en revint au chapitre de la toilette. Il faut que j'aille à Bath pour assister aux petites pièces de 11. Sir Hugues Peréalan, 1869-1946, professeur de musique à l'université d'Oxford depuis 1918 jusqu'à sa mort, et directeur du Collège royal de musique, de 1918 à 1937. Ce cher Maurice Baring 12, après quoi nous irons à, ici, une interruption due à Ali, à Rottingdean. Il faut que j'emporte une toilette de soirée. Celle-là l'ennuie. Je ne me sens bien que dans cette tenue-ci. J'ai une seule robe longue que je mets pour diriger. Et puis il faut que je fasse mes valises. Voilà qu'on m'apporte un ananas de la part de la mère de Léonard, qui attend dehors. Ma femme de chambre, mais ce n'est qu'une bonne à tout faire, une Irlandaise. Docteur, elle m'appelle docteur, Mrs. Wolfe n'a pas l'intention de vous voir. Voilà encore une lettre d'elle, pour vous des commentaires. Mais je suis venue quand même. Est-ce que cela ne montre pas que j'ai conservé un bel appétit de vivre? Depuis 10 jours je ne pense qu'à vous voir. Et maintenant j'ai gagné une amitié, elle est tellement sincère et tout d'une pièce, montrant par ailleurs du discernement, comme lorsqu'elle juge avec finesse Vita et ses médiocres amis, elle nie que cela donnera peu. Être quelque chose de bagnole solide, au lieu des habituelles effusions dénuées de consistance. J'aime à l'entendre parler de musique. Elle a écrit un morceau, d'après Le prisonnier de Brewster 13, et cet été elle aura l'immense plaisir de l'adapter pour orchestre. Elle dit qu'écrire de la musique est comme écrire des romans. On pense à la mer, et une phrase vient tout naturellement. Orchestré, c'est coloré. Et il faut beaucoup surveiller sa technique. Elle chante les louanges d'une chambre à soie, de Miss Williamson 14, de la fin de je ne sais quel livre de Maurice Baring. Je suis dans la rue. Je fais partie de la foule. Je dis que la foule a raison, et elle a peut-être raison de faire partie de la foule. Malgré ses rodomontades, ses provocations et son égoïsme, mais je ne Maurice Baring était depuis 1893 un des plus chers amis des Tel Smith. Il possédait une maison à Rottingdean, près de Brighton.
Entre 1910 et 1919, il avait publié 2 volumes de diminutifs dramas, tragédie en miniature. Henri Benet Breauste, 1859-1908, écrivain et philosophe anglo-américain et cosmopolite, dont Ethel Smith avait fait la connaissance à Florence alors qu'elle avait 25 ans. C'était le seul homme dont elle fût jamais tombée amoureuse. Mais il était marié, ce qui compliquait considérablement leur relation. Breauste avait écrit le livret, fondé sur sa propre tragédie, de l'opéra d'Ethel Smith Les Naufrageurs. Et celle-ci, pour sa dernière œuvre monumentale, l'Oratorio de prison, s'inspira de l'ouvrage métaphysique de Breauste, De prison à dialogue, 1891, qui fut réimprimé, accompagné d'un essai d'Ethel Smith, en 1930. Elizabeth Williamson, née en 1903, petite nièce d'Ethel Smith, était une astronome et mathématicienne qui enseignait à un collège universitaire de Londres 183 11,111. Il a un point suisse pas sûr qu'elle soit l'égoïste que l'on croit. C'est une femme de qualité et d'expérience, qui connaît la vie. Elle dit que n'ayant jamais eu personne pour l'admirer, elle écrira peut-être de la bonne musique jusqu'au bout. Sa passion pour le sport l'oblige à vivre à la campagne, elle joue au golf, monte à bicyclette, se fit désarçonner par son cheval, il y a 2 ans, à la chasse, puis tomba sur le bras droit et fut au désespoir, car la vie serait finie pour elle si elle ne pouvait plus faire de sport. Je suis très solide, ce qu'elle prouva en parlant jusqu'à 7h30, puis en mangeant un biscuit accompagné d'un verre de vermouth et en partant avec l'intention de dîner de macaroni à son arrivée à Woking, vers 9h. Je vous dirai ça, dit-elle en souriant à sa bonne qui lui demandait si j'étais une femme sympathique. Certainement une personne de qualité, c'était-elle. Elle parle français, elle meringue avec un accent des plus français. Samedi 22 février, j'avais compté faire un croquis de George, Sir George Duckworth 15, comme il se présenta lui-même à Nelly, et de Lytton, tous 2 visiteurs inattendus, hier, car, ne devant pas regagner mon atelier avant lundi, je n'ai d'autre ressource que de laisser courir ici ma plume en amateur, mais il y a 10 minutes l'idée me vint d'une bonne feuille, et je voudrais en faire l'ébauche avant d'en discuter avec elle. Je pense à une seule feuille contenant, disons, 2000, ou, si elle est imprimée des 2 côtés, 4000 mots. Art, politique, littérature, musique, un essai par un unique écrivain imprimé à intervalles variables, envoyé au souscripteur, pour 6 pence. Parfois une simple reproduction. Il faudrait que cela concerne la vie, que ce soit quelque chose qu'on ait envie de lire, et non un commentaire en règle. Cela se ferait à peu de frais. On y trouverait ce caractère 15. George Duckworth avait été anobli en 1927, après avoir été, depuis 1923, curateur et président de la Irish Iron Trust, pour l'attribution de terres et de maisons en Irlande aux anciens soldats en vertu de l'acte et seulement 184 urgences et de spontanéité qui manquent aux publications du whip courant. Parfois rien qu'une peinture. Elle et moi devrions, en conserver l'entière responsabilité, afin de lui donner un ton personnel et une certaine unité. Laissez tomber un mois, si nécessaire. Ne nous chargeons pas du fardeau d'une publication régulière. Envoyer une circulaire signée par elle et moi. Faire appel aux jeunes auteurs. Des articles signés. Que tout soit le plus modeste, le moins prétentieux possible. Les Hogarth News, La Feuille. Titre à voir. C'est que, cette semaine j'aimerais écrire sur Scott, voyez-vous, mais je ne peux pas parce que Richemont a déjà envoyé le livre 7. Elle ferait la politique, Roger, l'art. Les jeunes auraient leur chance. Si l'on parvenait à maintenir les frais assez bas, ils pourraient toucher, mettons, 5 livres, et voir leur nom imprimé. Mais que ce ne soit pas toujours des essais. Il faudrait que dans une certaine mesure cela se rapporte à l'actualité. Cela étant suffisant pour alimenter notre conversation après le déjeuner, comme il fait une belle et paisible journée, nous irons peut-être en auto jusqu'à Richemont, où j'essaierai de marcher un peu. Je vais consciencieusement, comme une élève d'une école d'art, faire le croquis de Sir George. D'abord son double menton, il est d'une chair presque transparente, des plus délicates, si bien qu'à le voir reposer, infiniment tendre, sur son col, on a envie de le découper en tranches. Pour le reste, il est tendu comme un tambour. On s'attend à voir son pantalon se fendre quand il s'assied, ce qu'il fait lentement,
pour se lever ensuite avec difficulté. Cependant un semblant de sentiment commence à vaguement se former entre nous. Il parle de mère. Je crois qu'il me trouve une vague ressemblance avec elle. Passons. Et il n'a pas été trouvé d'autres détails sur cette offre. Le livre que VW espérait est probablement celui que Stephen Gwynne avait récemment publié, The Life of Sir Walter Scott. Le TLS du 27 février venait d'en donner une critique. Mais voir aussi plus loin, mai 1930, où il est dit que Bruce Richmond avait bien envoyé à VW un livre sur Scott 185 puis il n'est plus à même de me faire du mal. Ce conformisme m'amuse. Sans doute ses affections familiales sont-elles une sorte de protection. Il conserve une parcelle aux deux de ce qui est moi voir l'article de Sir George passé inconnu, de ma personne sur les cochons dans le de telle sorte que, si George, Times d'aujourd'hui, le mourait j'aurais l'impression cochon est le plus intelligent qu'on enterre quelque chose de gain des animaux. Je possède un petit troupeau de moi-même, il est invariablement porc, une race blanche périt content de lui. Une fois qu'il m'est notamment s'est lancé dans ses histoires, elles se déroulent sans heurts, il est parfaitement à l'aise, pour se terminer au profit de la haute estime qu'il a de sa personne. Je lui demande, et les porcs de Chesterfield, il répond que la femme du vacher a eu un accouchement très long. Margaret s'est fait beaucoup de soucis. Dalingridge est resté éclairé toute la nuit. Ils ont dû téléphoner au docteur de venir. La mère de la femme a dormi à la maison, et ainsi de suite. Il chante avec aisance et satisfaction les louanges des bons maîtres, qu'ils sont, je n'en doute pas. Puis il sort ses petits compliments, il a demandé à être shérif. Il voudrait savoir si je gagne des sommes fabuleuses, et il laisse échapper un petit rire en montrant ses fossettes. Mon invitation chez le Lord Mayor lui inspire le plus grand respect. Il taquine et dit marche de temps aimer la société des grands. Il déplore les nus des peintures de Nessa, et il caquette, glousse, m'offre du potage à la tortue, me donne des conseils pour le préparer et s'en va rejoindre Henri, puis rentre à Dalingridge pour y retrouver le vacher, les porcs, une espèce très incestueuse, sa cuisinière, Jeannette et son brownie qui est dans la marine, venue en permission 18. Cette note marginale fut ajoutée le 30 juin 1930. Ce jour-là, le Times publia une lettre de Sir George Duckworth, de Dalingridge Place, Sussex, propriétaire d'un petit troupeau de porcs de la race Middle White. C'était en réponse à un discours de Lloyd George qui passait pour avoir dit qu'il n'était pas surpris que M. Baldwin eût toujours montré une préférence pour la compagnie des rustres. Sir George disait que, si le citadin a tendance à voir dans l'ouvrier agricole comme dans le cochon l'expression de la pire stupidité, une expérience considérable lui avait au contraire appris que le savoir faire des premiers dépasse de beaucoup celui de tout autre ouvrier et que le cochon a plus d'intelligence que tous les autres animaux. Enfin, on a l'impression que la vie humaine est parfaitement tolérable. Il est d'un voltage absolument normal. Le monde a été fait pour lui neuf. Lytton est venu après le dîner. Tout pétillant, plein d'éclat, d'aisance et même de chaleur, Léonard roulait des cigarettes. J'étais étendu sur le divan, dans la pénombre des coussins. Lytton avait reçu un livre sur Christophe Colomb et nous en raconta l'histoire en le transformant en un livre à lui, amusant et plein de fantaisie. Christophe Colomb, fanatique religieux, fou, va toujours plus loin vers l'ouest. À cause d'une prophétie qu'il a lue dans Isaïe, son équipage est composé de bagnards relâchés de prison. Ils arrivent à Cuba, où il leur fait signer une déclaration affirmant que c'est l'Inde parce que c'est trop grand pour être une île. Ils ramassent de l'or, des pierres précieuses et reviennent en Espagne où le roi et la reine se lèvent à leur entrée. Voilà tous les éléments d'un conte composé par Lytton, raconté avec brio, ironie, un sens de l'incongru et de l'effet dramatique. Puis nous gazouillâmes mélodieusement sur Daddy, Cambridge, Charlie, etc. Il a un nouveau gramophone, il prépare une édition de Greville 21. Il est très satisfait, lui aussi, mais pas pour les mêmes raisons que George. Il est très bien pourvu, il achète des livres, il nous aime bien, et il va à Cambridge pour cette fin de semaine. C'est curieux comme on se rappelle peu de choses de ce qui a été dit. Je pense à ce nouveau journal. Samedi 1er mars et puis je suis allé me promener, j'ai ramené un mal de tête et me suis donc recouché jusqu'à aujourd'hui. Samedi, George Duckworth avait 3 fils, Auberon et Henri étaient les 2 aînés. Live of Columbus, vie de Christophe Colomb, d'André de Gevesy et Jacob Wasserman,
avait récemment paru en traduction. Lytton ne publia rien sur ce sujet. Une édition expurgée des mémoires de Charles de Greville avait été publiée en 1888, et Lytton, qui s'était embarqué dans une longue campagne pour la publication du texte complet, travaillait depuis 6 mois sur le manuscrit, au British Museum, avec l'aide de Ralph Partridge et de Frances Marshall. Son édition des mémoires de Greville de 1814 à 1860 finit par paraître en 1938, le travail d'annotation ayant été achevé par Roger Fulford 187, Une belle journée, où nous projetons de partir pour, oh, Dieu soit loué 1000 fois, Rodmell et de nous y reposer. Cette petite affaire a duré 3 semaines et m'en coûtera 4 où je n'ai pas écrit. Mais c'était peut-être précisément ce qu'il fallait pour les vagues. Ce livre m'arrachait trop de choses dans la tête. Si un livre m'a vidé, c'est bien celui-là. Si j'étais sage, je m'occuperais à des riens à Rodmell pendant 15 jours, sans écrire. J'y jetterais un coup d'œil un de ces 4 matins dans ma chambre ensoleillée. Un soir, ici, j'ai éprouvé un curieux sentiment de repos et de contentement parfait. Toutes ces baïonnettes qui me pressent tombèrent. Je restai étendue là, pendant peut-être 1 heure, heureuse. Et la sensation était étrange. Pas une inquiétude, pas un mouvement d'aucune sorte. Aucune visite. Rien à faire. Toute tension dissipée. Ici un mot illisible. Je voguais souveraine, à travers l'Empire, je cite de mémoire, Shelley, je crois, et cela ne veut rien dire. C'est là l'état d'esprit le plus rare que je connaisse. Je ne me souviens pas de l'avoir encore jamais éprouvé. À Rodmell peut-être, quelquefois, on se sent coupé de tout. Cela provient d'avoir été plongé un certain temps dans l'agitation de Londres. N'avoir pas à se lever pour aller voir Sibylle, est-elle ni qui ce soit, quel suprême soulagement. Je peux maintenant ruminer tranquillement mes pensées. Hier j'ai reçu de Doran Henman une offre de 2000 livres pour écrire une biographie de Boswell. Elle est en train, à l'heure qu'il est, d'écrire un refus poli. J'ai acheté ma liberté. C'est bizarre de penser qu'en refusant cette offre, j'ai, en fait, acheté le droit de venir à Rodmell et de ne penser qu'aux vagues. Si j'acceptais, j'achèterais des maçons, des tables, j'irais en Italie, cela n'en vaut pas la peine. Hier nous avons visité le 57 Russell Square, que nous prendrons peut-être. Mais j'ai un peu peur du bruit, des dimensions, que sais-je. La vue est ravissante. LW, dans son journal, note le 28 février, Reeves, envoyé par W.D. Doran, est venu demander à V d'écrire Boswell à S. Reeves était un des directeurs de Henman Limited, qui, à cette époque, dépendait de la firme New Yorkaise W.D. Doran 188 lundi 3 mars de retour à Rodmell. De retour dans ma nouvelle chambre, des enfants jouent dans l'école. La journée et des bleus gris perles opaques, gouttes d'eau sur la fenêtre. Si pouvait lire la santé sur un thermomètre, je serais remont de 10 degrés depuis hier, où j'étais couché à mâchonne et os de dodo, pour autant que cela ait des os de. Maintenant m'assieds dans mon lit, mais je n'ai pas le courage de descendre avec un manuscrit à lire. La curiosité commence tout de même à se manifester. Voilà ce que produisent 24 heures passées ici, une demi-heure de promenade dans la campagne plate, sans le soleil sourdre derrière les nuages. Commençant pour Kiba, je vois de formidables nuées d'oiseaux, étreints aux oreilles flasques 3 se croisent comme d'habitude sous le mont Caburn. Molly Hamilton publie un roman diablement mauvais, elle construit une histoire avec intelligence, et puis la fulie n'importe comment d'oripeau sans intérêt. Lorsque prend le temps de lire une page attentivement, je suis ch, quai par le débraillé de son anglais. On croirait entendre bavarder des cuisinières et leurs aides, c'est à peine si elle rédige correctement. J'imagine qu'elle écrit à la diable sur un bloc de papier qu'elle pose sur son genou, à la Chambre des communes peut-être, ou dans le métro. Les sentiments manquent vraiment de finesse et de subtilité, ce sont ceux dits femmes peintres de 2e ordre, ou de jeunes gens boutonneux. Je me demande comment elle fait pour créer cette impression de médiocrité, d'absence de talent. Elle sait mettre aussi la pédale douce ou faire donner les nobles dodo, qui parut en 1893, fut un temps un roman très célèbre. Pour un personnage de dodo, qui donne son nom à l'ouvrage, l'auteur, E.F. Benson, inspiré de Margot Tennant, Mrs. Asquith, tandis que celui d'Edith Stein, un candide ami de dodo, doit beaucoup à Ethel Smith. Cette image d'une locomotive aux oreilles flasques de lapin, la fumée, revient à plusieurs reprises dans l'œuvre de W. Marianne, Molly,
Hamilton, 1882-1966, écrivain et journaliste capable et vigoureux, que VW avait beaucoup vu au cours des années qui suivirent une grande guerre. En 1929, elle avait été élue membre du Parlement pour Blackburn. Son dernier roman était Spécial Providence 189, un frus, sentiment, point d'esprit, point de précision. Au lieu de se tenir seul, les mots dégringolent les uns sur les autres. Quel style, mon Dieu, quelle pensée! On y trouve de l'énergie et un certain savoir-faire, surtout dans la méthode, mais celle-ci s'effondre, et il faut laborieusement la remettre sur pied. Et maintenant, l'esprit encore bien cotonneux. Il faut que je lise hier un bon manuscrit ce mardi 11 mars simplement parce que je dois m'acheter une robe cet après-midi, et que je ne sais pas ce que je veux, il m'est impossible de lire. J'ai travaillé, assez bien, mais c'est un livre difficile, aux vagues, seulement, passé midi, impossible de continuer. Je m'en vais maintenant écrire ici pendant 20 minutes. Je garde de Margaret Llewellyn Davis et de Liliana Rea Monxods une impression de gros tas de manteaux gris, de mèches de cheveux désordonnés, de chapeaux avachis, faits maison, de bas de laine épais, de chaussures noires, de vêtements superposés, de sacs minables, le tout informe, râpé, terne, d'une indicible médiocrité. Une vraie tragédie. Margaret, au moins, méritait mieux de la vie que cette fin échevelée et sans élégance. Elles vivent meublées, pour ne pas changer. Elles ont, pour ne pas changer, une merveilleuse logeuse, adepte de la science chrétienne. Elles sont plus ou moins exclues de la vie active. Elles restent tout au plus à tricoter et à fumer dans la salle où elles prennent leur repas et où reste en permanence une corbeille d'oranges et de bananes. Je me demande si elles ont assez à manger. Elles m'ont paru flasques et exsangues, faites d'une chair incolore, ayant cessé tout commerce avec les miroirs. Nous leur avons donc montré le jardin, offert le thé. Je suis serein, que cela fait bien 6 semaines que Liliane n'a pas vu un gâteau glacé. Et puis, oh, l'impression déprimante d'épave à qui il manque d'être stimulée. Elle flotte à la dérive. 5. L'auteur de ce manuscrit n'a pas été identifié. Un livre, paru en 1932 de la plume romantique de la populaire romancière C. Clarke, porte bien ce titre de Sierre, l'air de la mer, mais il est peu vraisemblable qu'il ait été proposé à la Hogarth Press 190 couverte de tricots hirsutes. Une étincelle bleue vive passe de temps en temps dans les yeux de Margaret n'était pas sortie de leur meublé depuis 5 semaines à cause du Vendée. Son esprit s'est ramolli et flétri, à rester ainsi claustré en compagnie d'oranges et de cigarettes. Bizarre comme ce sont les impressions visuelles qui dominent. Liliane est presque complètement sourde et marmonne et marronne, n'émergeant clairement qu'une seule fois, pour discuter politique. Quelque chose a émoussé le tranchant de Margaret, l'a rouillé, usé longtemps avant l'heure. Faut-il vraiment que la vieillesse soit si informe? La seule issue, c'est de faire travailler son esprit. Je pense qu'à ce moment-là j'écrirai une histoire de la littérature anglaise. Je marcherai, j'achèterai des vêtements, soignerai ma coiffure et m'obligerai à dîner en ville. Mais peut-être la vie se fait-elle monotone, et cela vous rend négligent. On est content de se laisser transporter en auto. Elle a un passé tragique. Je la trouve pathétique maintenant. La voici conciliante et inquiète, elle qui était tranchante et sévère. Jeannette 6, dit-elle, écrit sans arrêt des notes. Elle a toujours chez elle des sœurs en convalescence, et en fille, l'autre jour, a ramassé son petit chien blanc au milieu d'une meute déchaînée de lévriers de course qui l'ont mordu à mort dans ses bras. C'est là le genre d'aventure qui n'arrive qu'aux femmes célibataires d'un certain âge qui se laissent démesurément impressionner, tant elles sont vulnérables et incapables de sortir du brouillard qui les encercle. Ce qui manque, c'est la couleur, l'énergie, une claire perception de l'instant. Je vois partout ces bas épais et ces écharpes de laine grise. Lundi 17 mars, la pierre de touche d'un livre, c'est cet espace qu'il a fallu prévoir, dans lequel vous pouvez introduire tout naturellement ce que vous avez à dire. Ainsi, ce matin, j'étais à même de dire ce que dit Rhoda. C'est la preuve que le livre a sa vie 6. Jeannette Case vivait avec sa sœur en fille à Mastea, dans la New Forest. Elle était la Benjamine de 6 sœurs. De 1925 à 1937, elle donna chaque semaine un journal de la campagne au Manchester Guardian propre, car au lieu d'étouffer la chose que j'avais à dire, m'a permis de la glisser en place sans la moindre compression ni la moindre altération. Vendredi 28 mars, oui,
Mais ce livre est une bien étrange affaire. J'ai vécu une journée d'enivrement où j'ai dit que les enfants ne sont rien comparé à cela, où je m'attardais à considérer le livre dans son ensemble, et où j'eus une dispute avec elle, au sujet des Tales Smith, ce que j'oubliais en me promenant. Et alors je perçus la pression de la forme, sa splendeur, sa grandeur, comme je ne les avais peut-être encore jamais ressentis. Mais cela, je ne m'en débarrasserai pas en m'abandonnant à l'ivresse. Je continue à travailler d'arrache-pied et découvre que c'est le plus difficile et le plus complexe de tous mes livres. Comment terminer, sinon par une formidable discussion dans laquelle chaque vie fera entendre sa voix. Une mosaïque, hein? Je ne sais pas. La difficulté tient à la haute tension générale. Je n'ai pas encore mis au point la voix qui parle. Mais je crois qu'il y a quelque chose là et je me propose de continuer à travailler avec acharnement et puis de tout réécrire, en relisant une bonne partie à haute voix, comme de la poésie. Cela pourra supporter des développements, c'est, me semble-t-il, trop comprimé. Mais quoi que je puisse en faire, le thème demeure vaste et puissant, ce qu'Orlando n'était peut-être pas. En tout cas, j'ai sauté l'obstacle. Je rentre après avoir pris le thé avec Nessa et Angelica. Belle journée de printemps. J'ai marché dans Oxford Street. Les autobus se suivent à la chaîne. Les gens se battent et se débattent, se font tomber du trottoir. Vieillard nu-tête. Un accident d'auto, etc. Marcher seul dans Londres est la chose la plus reposante qui soit. Mardi 1er avril et il va falloir que nous allions dîner avec Raymond maintenant, par cette chaude soirée, capiteuse et étonnamment 192ment enivrante. Je suis assise, la fenêtre ouverte, et j'entends la rumeur. Je vois le rectangle jaune d'une fenêtre ouverte à l'hôtel. Je suis revenue à pied de Leicester Square. Je me demandais quel souvenir bizarre se mêlait à cette soirée-ci. Je ne sais quel rappel d'une soirée très douce, quelque peu mystique, pas fiévreuse ni agitée, non, au bord de la mer, bleue, calme. Et je suis passée chez la couturière. Elle n'a plus de dents. Elle cousait. Elle m'a dit comme à une amie, Mrs. Wolfe, nous allons déménager. Et je me suis dit que cela ne vous ferait rien que j'abandonne la couture parce que j'ai mal aux yeux. Tout ce qui est dit ce soir est paisible et heureux, et semble rencontrer comme un léger courant. Je n'arrive pas à exprimer cela comme il le faudrait, avec naturel. Nessa et à Charleston. Les fenêtres doivent être ouvertes. Peut-être même sont-ils tous assis près du bassin. Elle pense voici ce que j'ai accompli en des années de travail obscur. Mes fils, ma fille je la vois parfaitement heureuse. Quentin allant chercher des bouteilles, Cliff d'une bonne humeur inaltérable. Il pense à Londres avec horreur. Je ne m'en sens pas moins tout émoustillé. Je boirai du vin chez Raymond et j'essayerai de faire parler Lipton. Et maintenant que j'aille me changer. Vendredi 4 avril j'essaie de tracer les grandes lignes de mon dernier chapitre, mais c'est en vain, et je vais donc prendre 10 minutes pour noter ce que j'ai observé chez Raymond, principalement la pédérastie ambiante. Le visage de Lipton s'éclaira d'amour et de ravissement lorsque je désertai les femmes charmantes, aux dons multiples, pour parler de Monsieur Williamson, d'Oxford, aussi beau que brillant, mais inconnu. Raymond s'était assis sur le bras du fauteuil de Lipton. Morgan arriva du théâtre, où il avait vu Meléagre. Je suis allé voir Ronnie dans les coulisses. Il était très Monsieur Williamson demeure inconnu 193 bien en caleçon et d'y arriva du dernier spectacle de Cochrane 2. Il avait dû rester debout, était, je complète les vagues, de mauvaise humeur, c'est l'humour qui manque. Mais enfin en sort, je ne sais plus quoi, dans son costume blanc, était charmant. Quant aux autres, oh, des horreurs à ces mots les autres pédérastes dressèrent l'oreille et sombrèrent dans la niaiserie. Je veux dire qu'ils se mirent à glousser d'un air effarouché. Atmosphère confinée, intime, tout entière centrée sur un seul objet, on les sentait tout d'accord sur les choses qu'ils aiment. Raymond aboya une ou deux fois, il manque d'éducation, tout au moins dans la voix, pour exprimer sans ménagement son impression que je prenais mentalement des notes en me moquant d'eux. Il me dit combien Alain Gerbaud III détestait les femmes, puis il affirma qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'on racontait sur D'Annunzio et Laduse. Il y avait un autre aspect de la question. C'était elle qui l'avait maltraité. 4. Protestation rauque et véhémente. On fit circuler une photographie de Stéphane Tennant. Siegfried Sasson va chez la même couturière, en tunique, prenant la pose, également celle de petit garçon d'une école privée. Je ne reconnaissais plus Morgan. Il discutait des charmes du beau-fils de Hilton Yen 5.
Il patine d'une façon extraordinaire puis, baissant la voix, il déplora la conduite de je ne sais quelle femme. Tout cela me titillait et me donnait une impression de cachotterie ricanante, comme si j'étais entré dans une pissotière. La Playée compagnie donnait au Rudolf Steiner au Méléagre, la tragédie en vers de Robert C. Trevelyan, tandis que la revue 1932 Cochrane, que l'on donnait au London Pavillon, était le dernier en date d'une suite de spectacles de variété montés par le metteur en scène C.B. Cochrane, 1872-1951, Alain Gerbeau, 1893-1941, le navigateur français qui, après avoir été un joueur de tennis international, fit seul le tour du monde sur son voilier entre 1925 et 1929. Gabriel D'Annunzio, 1863-1938, le poète, romancier, auteur dramatique italien avait eu, avec la célèbre actrice italienne Eleonora Duse, 1859-1924, une liaison théâtrale, dans tous les sens du terme 5, Edward Hilton Young, 1879-1960, en qui VW avait un temps vu un mari possible, était maintenant un membre du Parlement du Parti conservateur. Il avait épousé en 1922 la veuve du capitaine R.F. Scott, le Scott de l'Antarctique. Son beau-fils, Peter Scott, né en 1909, était un artiste doublé d'un naturaliste. Mercredi 9 avril. Ce que je pense maintenant, à propos des vagues, c'est qu'en très peu de traits je puis rendre l'essentiel d'un personnage. Il faut que ce soit fait hardiment, presque comme une caricature. Hier j'ai entamé ce qui sera peut-être la dernière étape. De même que toutes les parties du livre, cela progresse par à-coups. Je ne peux pas avancer sans avoir à revenir en arrière. J'espère qu'il en sortira quelque chose de solide. Il faut que je soigne mes phrases. Le laisser-aller d'Orlando et du phare est dans une grande mesure tenu en échec par l'extrême difficulté de la forme, comme pour la chambre des Jacob. Je crois que pour le moment cela marque la pointe extrême d'une évolution de mon style. Mais évidemment il y manque peut-être une certaine chaleur. Je crois être resté héroïquement fidèle à la conception originelle. Ce que je crains, c'est d'être amené à le remanier d'une façon si drastique que cela gâche tout. Ce sera sûrement très imparfait, mais je crois que j'ai réussi à bien camper mes personnages, debout contre le ciel. Vendredi 11 avril hier nous avons visité les serres de Wadesdon 6 avec Monsieur Johnson. On y voyait d'entières rangées rouges pousser dans le sable, des cyclamènes par milliers, des azalées massées comme autant de fanfares, des œillets à différentes étapes de leur croissance, des vignes éclaircies par des jardiniers diligents. Rien qui ait plus de 40 ans d'âge, mais rien qui n'ait maintenant atteint la perfection. Un figuier aux 1000 branches minces et régulières. Les statues sont enveloppées dans des draps, comme des chevaux morts. Tout l'endroit est mort, créé, planté, mis en place en 1880. Une seule fleur aurait donné plus de plaisir que ces dizaines de milliers. Et cette chaleur, cet ordre, cette perfection. Les Wolves déjeunèrent avec Philippe, le frère de L.W., chez lui, à Upéouin-Chandon, et dans l'après-midi Monsieur Johnson, le jardinier en chef, leur fit visiter les serres de Wadesdon. Cette organisation. Monsieur Johnson ressemble à un brugnon, ferme, rouge, mûr. Il a appris tout ce qu'il sait de Miss Alice et il est payé par l'admiration qu'on lui manifeste. Il nous donnait du sœur. Dimanche 13 avril, aussitôt que je m'arrête d'écrire, je me mets à lire Shakespeare, alors que mon esprit est encore grand ouvert, rouge et brûlant. À ce moment-là, il me stupéfie. Jamais je n'avais aussi bien compris son étonnante envergure, son agilité, son aisance à manier les mots que lorsque je sens qu'elle dépasse et surpasse mes propres facultés. Me croyant à égalité au départ, je le vois ensuite me dépasser et accomplir des prouesses que, fût-ce dans mes plus folles envolées au plus fort de ma concentration d'esprit, je serais bien incapable d'imaginer. Même ces pièces les moins connues, ou les pires sont écrites à une vitesse qui bat tous les records. Les mots tombent à un tel rythme qu'on n'arrive pas à les ramasser. Voyez par exemple, sur un lys à peine cueilli, déjà presque fané. Le choix est purement accidentel, je suis tombé sur cela par hasard. 8. Manifestement la souplesse de son esprit était telle qu'il pouvait polir n'importe quel train de pensée, ou bien, négligemment laisser tomber une pluie de fleurs sans même y songer. Pourquoi, après cela, se donner la peine d'écrire? C'est qu'il ne s'agit même plus d'écriture. J'irai jusqu'à dire que Shakespeare est au-delà de toute littérature,
Si seulement je savais ce que j'entends par là, le journal d'un écrivain supprime le second adjectif, de Worsay. Miss Alice de Rothschild, décédée en 1922, avait hérité la propriété de Waddesdon de son frère, le baron Ferdinand, en 1898. À sa mort, son héritier, James de Rothschild, avait engagé Philip Wolfe, son cousin par alliance, comme administrateur. When he dined brothers, den frechte Storn échéait, à dot de pony des mupons agaté de Lily, almost witted. Des larmes à nouveau quand j'ai nommé ses frères sur sa joue ont perlé, comme un sucre très doux sur un lys à peine cueilli, déjà presque fané. Titus Andronicus, acte 111, scène 196. Je voudrais encore noter ceci à propos des serres de Waddesdon. Il y avait des rangées d'hortensias, dont la plupart étaient d'un bleu foncé. Oui, dit Monsieur Johnson, Lord Kitchener est venu ici pour nous demander comment nous faisions pour qu'il soit bleu. J'ai expliqué qu'on mettait quelque chose dans le sol, on se dit que c'était bien ce qu'il faisait, lui aussi. Mais quelquefois, on avait beau faire, il poussait un peu rose. Miss Alice ne voulait pas de ça. Il n'était pas question qu'il y ait une trace de rose et il nous montra un hortensia aux pétales couleur de métal. Non, cela n'aurait pas fait l'affaire de Miss Alice. Voilà qui me frappa. Quelle folie! Avec quelle facilité ne pouvait-on pas fixer son esprit sur le bleu des hortensias et faire en sorte que Monsieur Johnson ne pense à rien d'autre? Il allait lui rendre visite tous les soirs, car elle ne voyait presque plus personne, et pendant 2 heures il s'entretenait de plantes et de politique. Oui, comme il est facile de se passionner pour le bleu des hortensias et d'oublier tout le reste. Les Wolfe partirent en auto pour Rodmel le 16 avril. Ils y passèrent Pâques et ne rentrèrent à Londres que le 27. Mercredi 23 avril, voici une matinée très importante dans l'histoire des vagues, parce que je crois que j'ai pris le virage, et que la dernière partie s'étend droit devant moi. Il me semble que Bernard est bien intégré dans le mouvement final. Il ira tout droit son frère, d'accéder au titre. Puis en dernière heure lors du Franco, ainsi que par cette journée grise et ce qu'il faisait, lui aussi. Mais quelquefois, on avait beau faire, il poussait un peu rose. Miss Alice ne voulait pas de ça. Il n'était pas question qu'il y ait une trace de rose et il nous montra un hortensia aux pétales couleur de métal. Non, cela n'aurait pas fait l'affaire de Miss Alice. Voilà qui me frappa. Quelle folie! Avec quelle facilité ne pouvait-on pas fixer son esprit sur le bleu des hortensias et faire en sorte que Monsieur Johnson ne pense à rien d'autre? Il allait lui rendre visite tous les soirs, car elle ne voyait presque plus personne, et pendant 2 heures il s'entretenait de plantes et de politique. Oui, comme il est facile de se passionner pour le bleu des hortensias et d'oublier tout le reste. Les Wolfe partirent en auto pour Rodmel le 16 avril. Ils y passèrent Pâques et ne rentrèrent à Londres que le 27. Mercredi 23 avril, voici une matinée très importante dans l'histoire des vagues, parce que je crois que j'ai pris le virage, et que la dernière partie s'étend droit devant moi. Il me semble que Bernard est bien intégré dans le mouvement final. Il ira tout droit maintenant, puis s'arrêtera devant la porte, et ce sera la dernière image des vagues. Nous sommes à Rodmel, et j'y resterai probablement encore un jour ou 2, si je l'ose, pour ne pas briser mon élan, et en finir. Et puis, ô accent circonflexe mon Dieu, un repos, après quoi, un article. Puis je retournerai à cet affreux labeur, formé, modelé. Mais il comporte peut-être aussi quelques joies quand même neufs. Horatio Herbert Kitchener, 1850, 1916, le fameux maréchal et héros militaire 11 était aussi comte de Khartoum et Brum 197 il 11 k 40 111, Ikao, ta samedi 26 avril n'ayant pas eu de lettre depuis 3 jours. Je sens mon ballon se dégonfler, tout ce globe semi-translucide que la célébrité attacha à ma personne reçoit un coup d'épingle, et je ne suis plus que le bâton. C'est très salutaire, grisâtre, pas complètement désagréable, même si c'est ennuyeux. Dimanche 27 avril, drôle d'aventure que de rentrer pour trouver Lottie à la maison, sa grande malle sous la table de la cuisine, renvoyée par Karine pour avoir volé. Elle a été expédiée à la gare, sous l'escorte d'un agent de police. Elle doit dormir ici cette nuit et moi je dois voir Karine. Mardi 29 avril et je viens à l'instant de terminer, de cette même plume encore pleine d'encre, la dernière phrase des vagues. Je crois qu'il fallait que je consigne cela pour ma propre information. Oui,
Cela représente le plus grand effort intellectuel que j'ai jamais connu, du moins les dernières pages. Il ne me semble pas qu'elle pendouille autant que d'habitude, et je crois m'en être tenu à mon plan initial avec une fermeté pleine d'abnégation. Là s'arrêtent les compliments que je puis me faire, car je n'ai jamais écrit un livre aussi plein de trous ni aussi rapiécé. Il va demander une certaine reconstruction, et non pas seulement du remodelage. J'ai bien peur que la structure ne soit pas fameuse, mais tant pis. J'aurais pu me contenter de quelque chose de facile, coulant de source, tandis que là, j'ai voulu tenter d'appréhender la vision que j'ai eue durant ce malheureux été, ou ces 3 semaines, à Rodmeil, après la promenade au phare. Et voilà qui me rappelle qu'il faudrait que je me dépêche de fournir une nouvelle nourriture à mon esprit pour l'empêcher de picorer chichement, quelque chose de fantaisiste, autant que possible, ou de léger, car, une fois passé le premier bienheureux 198 soulagement, je me fatiguerai de Hazlitt et de la critique. Et c'est donc avec plaisir que je prends conscience de diverses ébauches qui se forment à l'arrière-plan de mon cerveau. Une biographie de Duncan, peut-être, non, quelque chose à propos de toiles illuminant un atelier, mais cela peut attendre. Il faut que je monte tout de suite faire une petite visite à Léonard pour lui annoncer la nouvelle et m'informer de Lottie, qui est allée à la recherche d'une place, et, soit dit en passant, a nui à mon travail de la journée, hier, avec ses malheurs. PS. Et alors que je descends sous Tantonre, je pense en moi-même, voici que je vous ai donné un nouveau livre jeudi 1er mai et j'ai complètement perdu ma matinée. Oui, c'est la pure vérité. J'ai reçu un livre de la part du Times qui paraissait tenir du ciel que j'étais libre. Et moi, enivré par cette même liberté, je me suis précipité pour télégraphier à Vandoran que je ferais l'article sur Scott et maintenant que j'ai lu Scott, ou plutôt le rédacteur hableur et insolent que fournit Huck pour accommoder les passages croustillants, je ne veux pas et je ne peux pas m'en charger d'eux. Et je me suis énervé à essayer de lire le livre et à écrire à Richemont pour lui dire que je ne peux pas, et voilà qu'est gaspillé ce resplendissant 1er mai, qui met du bleu et de l'or sur ma verrière. Je n'ai plus qu'un tas de détritus dans la tête. Je ne peux pas lire, ne peux pas écrire, ne peux pas penser. La vérité est évidemment que je voudrais me remettre aux vagues. Oui, c'est la vérité. Différent en tout point de mes autres livres, il en diffère aussi en ceci qu'à peine terminé, je me mets avec ardeur à le réécrire et à le repenser. Je distingue mieux ce que Irita Vandoran tenait énormément à publier d'autres articles de VW dans le supplément livre du New York Herald Tribune. Le TLS du 15 mai 1930 donna une critique de The Private Letterbook Book of Sir Walter Scott, la correspondance intime de Sir Walter Scott. Mais elle n'était pas de la plume de VW. L'ouvrage préparé et annoté par Wilfred Partington comportait une lettre de Ugly Walpole en guise d'introduction 199 avait en tête, et je voudrais maintenant couper quantité de pause inutiles, déblayer, aiguiser et polir à fond les meilleures phrases, vague après vague, pas d'intérieur, etc. Seuls nous devons partir en tournée dimanche, dans le Devon et encore Nouailles, ce qui représente une semaine à ne rien lire. Et ensuite j'obligerai peut-être mon sens critique à ravailler, pour l'entraîner. Mais sur quoi l'exercer? Sur une histoire? Non, plus d'histoire pour le moment. Ou peut-être elle de la demi-sœur de Miss Burnett 3. Le dimanche 4 mai les Wolves se mirent en route en car, hors une tournée dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ayant entrepris ce voyage pour placer les livres de la Hogarth Press, ils firent étape à Bath, Bristol, Exeter, Truro et Penzance, descendant chaque fois à l'hôtel. Ils déjeunèrent Steve le 7 mai, puis firent demi-tour pour rentrer par Exeter, Shaftesbury, Salisbury, Winchester, puis le Hull où ils gagnèrent Monkshods où ils passèrent 2 nuits devant de rentrer à Londres, le 11 mai. Dimanche 18 mai maintenant il s'agit de vivre avec énergie et décision, perdument, expédier chaque journée avec autorité, presser au mouvement, sentir chaque jour comme une vague qui se hette contre vous. Ne pas perdre son temps et ses forces à l'hésiter sur ceci ou cela, mais faire avec décision ce qui se présente, se rendre à la remise du prix Outwardance sans l'hésiter, d'un cœur léger 4, acheter un manteau, aller à Londres 3 ARN, au collège d'Angelica, faire avancer le travail du Natin, pour le moment, Hazlitt 5 et puis se risquer, et une probablement écrite pour Mrs. Vandoran, qui y mettait le prix, l'histoire nitulée Fanny Burney Salf-Sisté, la demi-sœur de Fanny Burney, fut publiée d'abord dans le Times du 28 août 1930.
Elle parut ensuite en 2 fois dans S. New York Herald Tribune du 14 et du 21 septembre 1930, sous le titre Mieux justifié d'Evelina Half-Sisté, la demi-sœur d'Evelina. Le prix Hawthorne en 1930 fut remis par Lord Baldwin à Lord David Cecil pour sa biographie, de Cope et de Strickandé, le cerf blessé, le 22 mai à Aeolian Hall. Cet article sur Hazlitt était destiné au New York Herald Tribune, où il parut 7 septembre 1930. 200 fois qu'on a dégagé la voie, allez tout de suite au magasin acheter tel bureau ou telle étagère. C'en est fini des regrets et des hésitations. Voilà comment il convient de mener ma vie maintenant que j'ai 48 ans, lui donner de plus en plus d'intérêt et de couleur à mesure que je vieillis. VW passa la nuit du 23 mai à Lombarne, après que V. Sackville-West l'eut emmené voir sa future demeure, le château délabré de Sissinghurst. Le lendemain, LV mena en auto, ainsi que Vanessa et Duncan, voir Angelica à son collège non loin de Colchester. Nellie Boxall entra à l'hôpital le 28 mai et fut opérée le 3 juin. Le 29 mai on installa une nouvelle machine à imprimer à la Hogarth Press et l'ancienne fut donnée à Vite à Sackville-West, et se trouve encore au château de Sissinghurst. Les Wolfe allèrent passer la Pentecôte à Rodmell où ils séjournèrent du 5 au 10 juin. Le 11, ils allèrent voir Paul Robinson, Sybil Thorndike et Peggy Ashcroft dans Othello, au Savoy Theatre. Tout cela est bien joli, mais qu'est-ce que ça devient quand Nellie tombe malade de ses reins et doit se faire opérer? Plaisanterie à part, 2 bonnes semaines de ma vie se sont brusquement volatisées parce que j'ai dû rester là à attendre Ellie, faire les courses, m'arranger avec Topin 6, avec l'hôpital, m'y rendre en ambulance. Pour que mon esprit se mette à l'ouvrage, il faut qu'il soit tendu bien à plat. Or il a été brisé en 1000 morceaux. Au prix d'un grand effort, j'ai réussi à écrire pour la Guilde des femmes, et je projette de me mettre aux vagues. Il y a 6 semaines que je n'y ai pas travaillé. Seulement voilà encore une matinée gâchée par Mrs. Topin était une Française d'un certain âge, peu compétente, recommandée par Vanessa et elle en aurait, comme domestique temporaire pour remédier à l'absence de Nellie Boxall. Margaret Llewellyn-Davis avait demandé à VW d'écrire une introduction, sous forme de lettre à un recueil de lettres de travailleuses de la Guilde. Il fut publié en mars 1931 par l'HP, sous le titre « The Life We Have Known It », la vie telle que nous l'avons connue. 201 que je suis là, à attendre une femme de ménage qui ne vient pas. Et nous recevons l'un et Erstorbay pour le T9. Dimanche 15 juin que de choses n'ai-je pas sauté, rien dit de notre tournée dans l'Ouest, rien de l'opération de N ni de Topin, qui perdit ma clé, cassa des verres et fit la cuisine avec la pâle inspiration d'une ancienne bonne cuisinière. Rien dit du divin soulagement que m'apportaient ces calmes soirées sans domestique, pas raconter que nous avons dîné au coq et que nous disions, cela ne peut-il pas durer, que j'ai téléphoné à Mrs. Walter sait que cette expérience périlleuse commence demain. Léonard n'est pas doué pour les crises. Autrement dit, sa prudence lui fait faire le gros dos. Il voit venir les obstacles. Il a aussi un côté philanthropique dont je me méfie. Il faut bien traiter ses domestiques. Je suis trop bousculé pour développer ses notes. Quoi qu'il en soit, Mrs. W, une américaine qui veut travailler, a été journaliste, est une intellectuelle, entre à notre service demain, pour ainsi dire une Mrs. Ritchie ou une Lynn Irvine II. Je devrais lui donner des ordres et elle devra jeter les eaux sales. Cela marchera-t-il? Cela durera-t-il? Quoi qu'il en soit, chacune de mes phrases commence par quoi qu'il en soit, une expérience intéressante. Lundi 16 juin Mrs. Walter est maintenant ici. Elle dit, qu'attendez-vous d'une femme de ménage et elle exige des balais Ronald Henry Amherst Store, 1880-1955, diplomate, linguiste, connaisseur en art, écrivain, était un ami d'Ethel Smith. À cette époque, il était gouverneur de Chypre. Tous ces derniers paragraphes, qui n'est pas daté, semblent avoir été écrits vers la fin du mois de mai. Mrs. Carl Walter, née Marguerite Flardy, 1879-1953, fit office de cuisinière gouvernante chez les Wolfe pendant 6 semaines, jusqu'à leur départ pour Rodmell, où ils devaient passer l'été. Pour Mrs. Ritchie et Lynn Irvine, voir les 31 mai 1928, note 5 et le 2 septembre 1929, note 1, respectivement 9, etc. Quant à elle, dans un sens, elle n'est pas neuve, plutôt vieille et ridée,
Non, plus jeune que moi, mais le visage dur, je trouve. Toutefois, je m'abstiens de pénétrer sous la surface. L'intéressant sera d'avoir un aperçu nouveau sur la façon de tenir la maison. Je ne jure plus que par mes livres de contes. Puis-je m'en tirer à moins? Combien de pintes? Combien de livres de beurre? Ah, si je pouvais me débarrasser des domestiques. Car tous les sentiments qu'ils font naître, confiance, soupçon, bienveillance, gratitude, philanthropie, sont mauvais, par la force des choses. Nous avons maintenant Nelly en dépôt pour une journée, renvoyée de l'hôpital sans préavis. Cela m'amuse d'observer le conflit entre elle et moi. Je soutiens, sans le dire, Mrs. Walter, lui, sans le dire, Nelly. Si les dépenses sont trop élevées, il se réjouit en secret. Si le repas est bon, je dénigre en secret la cuisine de Nelly. Il est curieux de constater quel rancœur m'ont laissé ces faits anciens, curieux comme je suis peu disposé à la reprendre. C'est en partie le silence qui est si reposant, en partie l'absence de gens du peuple. J'appréhende vraiment de l'avoir de nouveau sous mon autorité. Elle est pourtant serviable, amicale, voire affectueuse, et je n'arrive pas à lui parler comme il le faudrait. Je me vois encore essuyant son « sortez d'ici mais » suffit, bien commode, ce mot. Je ne sais pourquoi j'ai réduit ce cahier à la portion congrue. Les débats sont pleins. Les éléments qui le composent cette année sont Nessa, Duncan, Ethel Smith, Vita et le remaniement des vagues. Nous sommes en pleine prospérité. En faisant nos comptes trimestriels, nous trouvons que nous gagnons chacun 425 livres, et l'année prochaine est assurée grâce à l'énorme vente de Édouardian III. Cela frise les 20 000 exemplaires, et ce n'est pas un très bon livre. Ethel Smith entre en passant, se voir plus haut, 17 novembre 1929. Page 147, 3. Les ventes du livre de Vita Sackville-Ouest, de Édouardian, qui parut le 29 mai 1930, dépassèrent toute attente. Le premier tirage avait été de 3030 exemplaires. Le 19 juin, 18 000 exemplaires avaient déjà été vendus 203 il y a eu 111 111 un il qu'elle a fait hier par exemple. Alors que je consacrais méthodiquement ma matinée à finir de composer la dernière page de Hombin et 114, j'entendis sonner, monter et vis une vieille femme de ménage en manteau d'alpaga blanc, la fis asseoir, le débarrasser de boîtes en carton pleines d'œillets blancs, et regarder son visage plutôt massif de vieux colonel, délimité par un collier peu saillant, car elle allait déjeuner avec Bécham V. Je reçois en général 2 lettres par jour. Je gage que les ardeurs saphiques lancent leur dernière flamme. Dans ces beaux jours, elle a dû être formidable, impitoyable, tenace, exigeante, vive comme l'éclair, pleine d'assurance, avec un peu de ce caractère direct et original, propre au génie. Bien qu'on dise qu'elle écrit sa musique comme un vieux maître de musique allemand, sec et ennuyeux. Cependant le style dont elle use dans ses mémoires est à mettre à son crédit. Elle a vraiment vécu à bride abattue et accumulé un nombre incroyable d'informations, dont elle agrémente sa conversation, ce qui met elle presque hors de lui. Il dit qu'une de ses tirades a duré 20 minutes sans la moindre pause. L'autre soir, nous partions pique-niquer à Kenwood avec Nessa et Duncan. Leur sublime maladresse me fit rire est-elle émillée dit de mauvaise humeur. Nous étions là dans le garage, le moteur roquettait, s'emballait, ça empestait. Puis le moteur cala dans Covey Street. La nuit descendit et le vent se leva. Il tomba quelques gouttes de pluie. En hoquetant, nous grimpâmes jusqu'à Hampstead. La maison était blême, les rhododendrons pâlis. Où allions-nous dîner? Mieux valait retourner Fitzroy Street, ce que nous fîmes, et dînâmes de sandwichs et de fraises vers 10 heures, dans la plus grande gaieté. C'est une femme courageuse, malgré son âge, d'une vitalité bien supérieure à celle de Margaret. Une édition spéciale, limitée à 250 exemplaires, numérotée et signée de Hombin de VW, parue en novembre 1930, à la Hogarth Press. Sir Thomas Bécham, 1879-1961, chef d'orchestre et impresario, était un fervent défenseur de la musique d'Ethel. Il fit beaucoup, bien que jamais autant qu'elle l'aurait voulu, pour faire connaître son œuvre au public dimanche 6 juillet et pour dire la vérité dans les 15 minutes qui me restent avant d'aller déguster le déjeuner froid, raffiné, mais pas bon marché de Mrs. Walter, pour dire la vérité, donc, je suis un peu fâché, à la fois contre Margaret et contre Monsieur Birrell. Je leur ai fait à chacun une gentillesse,
L'article pour la Guilde des femmes et l'article sur B, ils ne m'ont remercié ni l'un ni l'autre. M m'a envoyé une carte postale. J'ai pourtant passé 2 semaines, sinon 3, sur cette lettre, y travaillant sans relâche. La morale de tout cela, c'est qu'il ne faut jamais accepter d'écrire par gentillesse, jamais accepter d'utiliser son art par amitié. Je me refuse donc à écrire sur Maurice Baring ainsi qu'il le souhaiterait. En entrant dans le salon des Tels 2, jeudi dernier, nous trouvâmes, rangés debout devant la fenêtre, la duchesse de Sermoneta 3, Monsieur Baring et Joyce Welterette 4. Saurais-je raconter, tout en suivant Joyce, non sans peine, et elle courait en tous sens à la poursuite de son gros chien poilu, je disais à Maurice, on se croirait à une réception de roman, à celle de Boxille, dans Jane Austen. Il y avait là un espace, une étiquette, une précision qui finissait par créer un véritable spectacle, avec ses longueurs, ses tensions, ses défaillances et ses sommets. Nous dûmes tout nous laver, faire ceci, faire cela. La maison m'a agréablement surprise. Est-elle s'entoure de plus de beauté et même de confort que je plus exactement dans Emma, le roman de Jane Austen, qui parut en 1816. Cédant aux sollicitations pressantes de Miss McAfee VW lui avait proposé, voir IVVW l'été numéro 2166, un article que lui avait inspiré le recueil d'essais d'Augustine Birrell, voir plus haut, 18 novembre 1929, note 6, qui fut dûment publié dans la Yale Review, pour l'article sur les femmes de la Guilde, voir plus haut, 18 mai 1930, note 7. Les Wolves se rendirent en auto à Woking, dans l'après-midi du 3 juillet, pour une réception à Coigne, la demeure des Tell Smith, et ils ne rentrèrent pas avant 11h30, le soir. Romaine, la duchesse de Sermoneta, née Colonna, épouse du 15e duc de ce nom, qui vivait au Canada, dame d'honneur de la reine d'Italie et membre énergique de la Société internationale, donnait de fréquents articles au Daily Mail. Elle avait admiré Mussolini à ses débuts. Joyce Welterette, célèbre joueuse de golf, fut championne d'Angleterre en 1922, 1924, 1925, 1929 et elle encouragea la passion des Tell Smith pour ce sport et il lira Elisa 11 it 11 un point une livre inuem ne l'aurait cru, à en juger d'après son manteau d'alpaga. Les murs étaient couverts de roses rouges et roses, les plates-bandes regorgeaient de fleurs, tout était éclatant de couleurs. Elle se contente de murs crépis en blanc et de meubles qui ne valent guère plus d'une livre ou deux. Beaucoup sont de vieux meubles de pensionnat qui doivent leur prix à son imagination intense et égocentrique. C'est là que j'étais assise lorsque Mary jouait du piano 5, et je lui disais, « Mary, ne pourrais-tu pas jouer en sol dièse au lieu du sol naturel? Ça, c'est le lit, Virginia, vous aurez cette chambre quand vous viendrez faire un séjour, où dormait Sarge qui s'y couchait en travers, parce que c'est un vieux lit de fer. Là, ce sont mes parents, ma mère est l'artiste qui, mais elle m'a donné l'impression d'un esprit très authentique, aéré, d'une personnalité libre, dynamique, ni encombrée ni inhibée. Conversation des plus libres avec Maurice. J'ai rencontré un de vos neveux, est-elle, avec 2 noms. Cela n'a rien d'impossible, avec 2 noms mais je n'arrive pas à faire sentir sa largeur d'esprit, sa liberté de mouvement, son aisance, sa bonne éducation, sa personnalité. Chose curieuse, elle est bien meilleure hôtesse que convive, elle ne parle pas trop, elle a un esprit vif et pénétrant et c'est avec une aisance délicieuse qu'elle convoque et fait surgir du voisinage des gens comme Lady Balfour et Mrs. Littleton 6. Elles étaient assises sur le canapé cependant que, dégustant mon champagne, je déversais un torrent de paroles sur Maurice B., qui devint rouge comme une écrevissée, tout tremblant, parla de ses livres. Il y avait 5 personnes qui m'aidaient, toutes sont mortes. Mary, 1857, 1933, était la seconde, et elle, la troisième, des filles du major général J.H. Smith et de Nina, sa femme, née Strutt. Sa prédilection pour le sol naturel est évoquée par Ethel Smith dans le premier volume de ses mémoires, Impression d'être homme et Ned, 1919. Mary épousa Charles Inté, qui mourut en paix 1916, et dissipa l'immense fortune de son mari à recevoir sans compter écrivain, peintre et musicien. Elle fut en particulier l'amie du peintre américain John St. Sarge, 1856-1925, qui s'était fait une réputation inégalée dans la haute société anglaise pour ses portraits des nantis et des gens à la mode.
Betty Balfour, 1867-1942, dont le mari venait, à la mort de son frère, d'accéder au titre de deuxième comte de Balfour habitait Fishezy, Woking. Dame Littleton, née Balfour, était la veuve du irréhonorable Alfred Littleton, PC membre du Parlement. Maintenant il a eu ses chagrins, j'ignore lesquels. Il a probablement aimé des femmes. Lundi 21 juillet et je suis encore allé à Woking mardi. J'écris ceci en attendant Vita, par un après-midi froid, très humide. Elle doit nous emmener voir une armoire. Je crois que je vais acheter une armoire à filets dorés. Enfin, il fait très humide et je suis tout agité d'avoir à fondre 2 articles en un seul, etc. Et je ne dîne pas, ici. Mercredi 23 juillet Edith Sitwell est devenue énorme, se poudre généreusement, se met sur les ongles un vernis argent, porte un turban et ressemble à un éléphant d'ivoire ou à l'empereur Héliogabal. Je n'ai jamais vu un changement pareil. 8. Elle est mûre, majestueuse. Elle est monumentale. Ses doigts sont couverts de corail blanc. Elle affiche un calme olympien. On y avait là une multitude de gens, et elle présidait. Mais son calme majestueux ne l'empêche pas de lancer des regards obliques et non dénués d'humour. La vieille impératrice n'a pas oublié sa jeunesse folâtre. Nous étions tous assis à ses pieds, lesquels étaient chaussés d'étroites mules noires, seul rappel de sa minceur et de ses dérobades. À qui ressemblait-elle? À Pop en bonnet de nuit? Non, il faut prendre en compte la majesté impériale. C'est à peine si nous échangeâmes quelques mots, et j'aurais eu l'impression de m'être fourvoyé là, si elle ne m'avait pas demandé avec beaucoup d'affection à venir me voir en tête à tête. Une foule hétéroclite peuplait son salon, le roi découronné de Barcelone 9, l'associé de Gérald X, Osbert, Sitwell, Lady la VW avait entrepris de fondre les 2 parties d'Evelina Stepsisté, la demi-sœur d'Evelina, en une seule pour sa parution en une fois dans le TLS, voire plus haut, 1er mai 1930, note 3. Ce fut le 22 juillet que VW se rendit à un de ces témoins que donnait Edith Sitwell à Pembridge. Mention. Ce roi découronné est probablement Antonio de Gandria, 1886-1970, homme du monde international et richissime ami des artistes, qui était attaché à l'ambassade du Chili à Londres. L'associé de Gérald était Thomas Balston, qui fit partie de la firme du Hortense, éditeur, de 1921 à 1934, 207 et compagnie. Lady elle discutait de l'accident d'avion. Elle disait que le bon Dieu les avait tout pris au bon moment. Ils étaient tous parvenus au bout de leur vie. Une fois, elle aussi, elle aurait été heureuse de mourir. Tout cela se rapporte à la mort de Lord Dufresne, de Lady Ednam, etc. 12. J'allais au temple avec Vita et nous achetâmes un standard à l'entrée du passage. Victime titrée Lutel. Alors il ne s'agit pas de Harold, remarquai-je, puis je lus tout haut, Lady Ednam, le marquis du Cerf, car on avança aussi son nom au début. Puis en dernière heure Lord Dufresne quoi, Lady Ednam, Dufresne s'écria-t-elle. Harold était sur le trottoir, devant chez eux. Oui, dit-il, c'est bien Lady Ednam mais il y a aussi Freddy s'écria Vita. Non, en fait elle s'exprima calmement, mon Dieu dit Harold, et il lut la rubrique de la dernière heure. Alors que va-t-on faire? Je ne peux pas faire mon émission à la radio, dit Vita. Il faut que je parle à ma mère, dit Harold. Mais je vais d'abord chercher le journal. Trompé en écrivant Lady S au lieu de Lady L en mars, avant d'avoir vu Sissinghurst. Vita avait acheté 4 champs à Lombarne. Les Wolves se rendirent avec Vanessa et Quentin Bell à une représentation de la pièce d'Oscar Wilde, de Importance of by Ernest au Lyric Theatre d'Hammersmith, le 28 juillet. John Gielgud tenait le rôle de John Worthing, cela venant après une journée de Nelly, de Lottie et de Mrs. Mansfield. Leur plaisanterie, leur présence, leur familiarité provoquent en moi les réflexions habituelles. En passant devant la taverne, ce dimanche après-midi, je remarquai que le brouhaha des conversations qui se déversaient par la porte est exactement le même qu'à une soirée mondaine. Ma première pensée fut critique, ces clients des tavernes. Mais je ne tardai pas à la corriger.
Je ne vois pas grande différence entre le Marchmont Arms et la demeure des Argiles ni même le 3 Albert Road 18, sauf que nous buvons du champagne, portons du satin, et que je suis assise entre Lord Gage et Bernstorff 9. Lundi 28 juillet ce matin, conversation bizarre, peu concluante, mais peut-être fructueuse avec Mrs. Walter. Je crois qu'elle aimerait rester si nous pouvions augmenter ses gages. La vérité est que son mari a des maîtresses, ou alors qu'il flirte, elle voudrait se vouer complètement à notre service, tout faire, que je n'ai même jamais à demander qu'on apporte le café. Mais elle va réfléchir en nous, en Italie, avec Karl. J'imagine, à part moi, que nous allons rompre ici avec Nelly et que nous la prendrons, elle. C'est un grand risque, plutôt amusant. Je me sens immédiatement 10 ans de moins à l'idée d'un changement. De toute façon, le soulagement que je ne manque jamais de ressenti, en l'absence de Nelly semble bien la preuve que le système est mauvais comme je l'ai toujours dit. Des pièces vides de domestiques, être installé tranquillement, pas de piqûre d'épingle, pas de paroles condescendantes et mensongères. Des inconvénients, certes, c'est à prévoir. Mais je donnerai n'importe quoi pour pouvoir tenter l'expérience, n'importe quoi. Les Wolves partirent le 21 juillet pour Rodmel, afin d'y passer leur congé d'été. C'était aux 3 Albert Road qu'habitaient Monsieur et Mrs. St. John Hutchinson. Albrecht Bernstorff, 1890-1945, diplomate, fut affecté à l'ambassade d'Allemagne à Londres en 1922 et conserva son poste jusqu'en 1933, où il fut rappelé. Il devait plus tard être assassiné par les nazis de Sandy. J'écris ceci à Rodmel. C'est bien l'été le meilleur, le plus libre, le plus agréable que nous ayons jamais eu. Oh, oui, imaginez-vous, les pieds enflés dans des bottines. On vous déchausse. Voilà comment je me sens, débarrassé de cette pauvre Nelly avec la charmante et vive Annie. Il pleut à verse. Regardez, comme sont toujours à dire les personnages des vagues. Mon dîner est sur le feu. J'ai tant de pièces où m'installer que je ne sais pas très bien laquelle choisir. Et de nouvelles chaises. Le confort partout et quelques débuts de beauté. Mais c'est le fait d'être libéré des domestiques qui est la base et le fondement de cette expansion. Après le déjeuner, nous sommes seuls jusqu'au petit déjeuner suivant. Et tout en me promenant sur les collines, je me promets, jamais plus, jamais plus. Cela coûtera ce qu'il faudra, je ne me mettrai plus jamais cette corde au cou. Je marche, je lis, j'écris sans terreur ni angoisse. Je fais du pain, je cuis des champignons. J'entre et sors de la cuisine à ma guise. J'ai une autre distraction que la lecture. Pourquoi avons-nous supporté si longtemps cette gêne, cette présence toujours hargneuse, ou tout au moins, car cela est injuste, voyant toujours les choses sous un angle différent du nôtre, ayant besoin de... Le texte s'arrête là. Mercredi 20 août, hier soir c'était l'anniversaire de Quentin. Encore un anniversaire de passé pour Quentin, dit Ménard à la grille, après le feu d'artifice, en comptant peut-être les années qui restaient. Les fusées montèrent en grondant puis éparpillèrent leur grain d'or. C'est là une vieille expression, mais je pense toujours à du grain lorsque je les vois. Je n'en trouvais pas d'autre. Par-delà le bassin, les saules éclairés étaient gris. Le feu de joie zigzaguait comme des branches dans le vent. Nessa, en rouge, l'alimentait, Angelica tourbillonnant, virevoltant comme une vieille sorcière en transe. 211 et Iji un 12 anidine en fliradianaten dansa tout autour. L'enfance, la véritable enfance, dit Lydia. Pendant quelques minutes, tout ce qui fut dit eut la résonance des répliques dans une pièce de Tchekhov. J'écris pendant que mes pommes de terre bouillent. La journée a été chaude, lourde, déplaisante, hargneuse, immobile, sulfureuse et les chiens ont aboyé dans tout le village, se relançant les uns les autres. Les ouvriers ont donné des coups de marteau sur le clocher, et je suis sortie et puis rentrée. J'ai dormi sur un article de Vernon Lee, envoyé avec la lettre quotidienne d'Ethel. Les lettres d'Ethel sont quotidiennes, nous avons un tel arriéré. Il ne reste plus beaucoup de temps. J'aimerais voir l'Italie avant de mourir, dit-elle dans sa lettre d'aujourd'hui. Devrais-je tempérer son assiduité et mettre un frein à sa correspondance? Je ne le pense pas. Si l'on se lance, il faut se lancer complètement. Et elle est si courageuse et d'une si remarquable sagacité que ce serait pure poltronnerie de ma part que de la tenir à distance par peur du ridicule. Encore ces coups de marteau, 6h45. Je laisse donc ce vieux feu de joie rougeoyer et peut-être que je l'alimenterai, moi aussi. C'est un bel été, très heureux, très libre,
et parfois sublime en ce qui me concerne. Oui, je crois que je me décide contre Nelly, mais n'insistons pas. Il me semble que je chevauche les vagues maintenant. Et puis il y a les promenades. Comme c'était merveilleux hier d'aller à la découverte jusqu'à la butte. Comment se fait-il qu'en près de 20 ans je ne me sois jamais dirigé de ce côté, sur la route du Marais, au-delà de Sutton Hoods? Je vois que je pourrais piquer tout droit sur le haut. Je suis tombée, m'étordant la cheville. J'ai vu en bas un surprenant assortiment de cônes et d'angles gris-or, de contre-dos. J'étais très heureuse. C'est le bonheur calme, profond, lent, que je préfère. Un jour j'ai marché jusqu'à Firle sous une averse, et j'ai trouvé un couteau de poche à 4 lames. Les vagues vont se réduire, je crois, j'en suis à la page 100, à une série de soliloques dramatiques. Ce qu'il faut, c'est conserver l'homogénéité de leur déroulement, D4, entrée et sortie sur le rythme de vagues. Pourra-t-on lire cela tout d'une traite? Je n'en ai pas la moindre idée. Je crois, J.212, que c'est la plus grande opportunité qu'il m'ait été donnée de saisir et, par conséquent, ce qui pourrait être l'échec du total. Cependant, je me respecte d'avoir écrit ce livre. Oui, même s'il révèle mes imperfections congénitales. Jeannette Vaughan est fiancée, et Gérald Brennan marié d'eux. Hier soir, Barbara Bagenal était vieillie, pas dans son élément, maussade, très rouge et le nez crochu, Julien silencieux. Clive. De toute évidence, sur une nouvelle piste, ce qui ne laisse pas de place à une intimité avec moi. J'écris ces notes en attendant en vain que me revienne une remarque fort intéressante que j'avais sur le bout de la langue et qui ne veut plus se montrer, bien que j'ai jeté ma ligne et attende. Quand on note de petits riens, il arrive que quelque chose de profond vous vienne à l'esprit. Je lis Dante et me dis, oui, voilà qui rend toute écriture inutile. Cela surpasse l'écriture, ainsi que je le soutiens à propos de Shakespeare. J'ai lu l'enfer pendant une demi-heure, après avoir fini ma propre page, et c'est là une place d'honneur, c'est mettre le texte en pleine fournaise si j'ai une fournaise. Et maintenant, allons écraser les pommes de terre. Elle a posé mon tapis. Lundi 25 août elle est venue passer la nuit de vendredi et je vais écrire ici afin de couvrir le bruit que fait PER, avec cette ondeuse. Car le grattement de la plume m'offre une protection et les chiens et les travaux du clocher ont été assommants aujourd'hui. Mais ils sont assommants parce que je réécris Aslit, ayant arrêté les vagues pour ce congé, et je suis contente. Il fait très chaud, nous sommes allés à l'eau et j'ai fait à pied une partie du chemin de retour. C'est la seule journée vraiment chaude que nous ayons eue. Mais pour Barbara Bagenal, voir 10 septembre 1928, note 7. Les fiançailles de Jeannette Vaughan et de David Gourlet furent annoncées dans le Times du 13 août 1930. Gérald Brennan et Gamet, Elisabeth Gamel, Wolsey, 1899-1968, furent ostensiblement, sinon légalement, mariés à partir d'août 1930. 213 voudrait, si je le peux, décrire est-elle, que je jette au moins quelques notes sur cette amitié bizarre et particulière. Je dis particulière à cause de l'âge d'Ethel et de l'incongruité de la chose. Elle a la tête qui s'enfle démesurément au-dessus des tempes. C'est là qu'est la musique, dit-elle en tapotant l'endroit, c'est par là qu'est la folie, ce qu'a dit Walter, ce qu'a dit Wack 3, ou quelqu'un d'autre. Elle ne peut s'empêcher de rabâcher ce que je devine être des compliments rebattus, et qu'elle se répète souvent dans le silence de la nuit, car elle ne supporte malheureusement pas qu'on ne la traite pas à sa juste valeur. Cela se traduit par un refrain, et c'est d'autant plus frappant que cela contraste avec la générosité, le bon sens, l'équilibre et la perspicacité dont elle fait preuve par ailleurs. Quand elle ne parle pas de sa musique et de la conspiration dont elle est victime car la presse a décidé de faire comme si elle n'existait pas, bien qu'elle remplisse toutes les salles de concert, enfin, c'est à peu près la chanson. Elle est une invitée parfaite. Oh oui, et plus encore. Je connus d'étranges vicissitudes sur le plan des sentiments. Reposant dans mon fauteuil, à la lueur du feu, elle paraissait avoir 18 ans, paraissait être une jeune femme belle et vigoureuse. Soudain cela s'évanouit et il ne reste que le vieux rocher battu par les flots, le visage meurtri et plein d'humanité qui vous inspire du respect pour la nature humaine, ou plutôt qui vous fait sentir qu'elle est indomptable et opiniâtre. Et puis elle connaît le monde, et par là j'entends quelque chose que j'apprécie, qu'elle est assurée, dégagée, enjouée, qu'elle connaît telle et telle autre manière de vivre, a vécu dans divers milieux, a adopté une façon à elle de vivre en chemise et cravate,
en refusant vigoureusement toute entrave, et puis, évidemment, je suis consciente de l'honneur qu'elle me fait. Mais enfin elle a plus de 70 ans. Et, allez chien. Ah, Percy. Et moi qui escomptais une soirée si agréable, que vais faire, elle est parfois d'une vivacité étonnante. Sa rapidité de perception est foudroyante, comparable à la mienne. Mais 3. Le chef d'orchestre Bruno Walter, 1878-1962, était un loyal admirateur de la musique des Telsmith. Quant à Adolphe Wack, d'origine prussienne, professeur de droit à l'université de Leipzig, et à Lily, sa femme, fille de Mendelssohn, c'étaient des amis intimes d'Ethel qui les avait connus lorsqu'elle faisait ses études en Allemagne. 214 à Ethel est plus robuste, elle s'appuie mieux sur les faits. Il lui suffit d'un mot pour saisir une situation donnée. Je lui ai parlé de Margaret et de ma contrariété au sujet de l'article. Aucune femme de 30 ans n'aurait vu aussi vite de quoi il retournait, ni n'aurait aussi bien résumé les choses en si peu de mots, alors que le défaut de sa conversation est la prolixité. À certains moments, ce fut très intéressant. À propos de la jalousie, par exemple. Vous savez, Virginia, je n'aime pas que d'autres femmes vous témoignent de l'affection alors, c'est que vous êtes amoureuse de moi, est-elle. Je n'ai jamais aimé personne autant, n'y a-t-il pas là quelque chose de sénile? Je ne sais, dès l'instant où je vous ai vu, je n'ai plus pensé à rien d'autre. Je ne voulais pas vous le dire mais j'ai besoin d'affection. Vous pourriez abuser de celle-ci non. Enfin, voilà comment il me semble pouvoir résumer l'état d'esprit d'Ethel. Mais ce que j'aime chez elle, ce n'est pas, je crois, l'amour qu'elle me porte, car, comme il est difficile de rendre ce que je veux lire, c'est tellement lié à d'innombrables choses. Elle exagère, je suis sensible à l'exagération. Ce que j'aime c'est le vieux rocher inexpugnable, et un certain sourire, très large et bienveillant. Mais vraiment, non, je ne suis pas amoureuse d'Ethel. Et, ah oui, son expérience. Jeudi 28 août c'est la journée la plus chaude de l'année. L'été dernier, presque à la même date, il en allait de même. J'étais à Lombardne et il y avait le précepteur venu d'Eton, gentil jeune homme aux yeux bleus, aux dents blanches et au nez droit, et voilà qu'il gît maintenant au fond d'une crevasse, en Suisse par cette même soirée très chaude. J'ai écrasé auprès de sa mairie Wing 4, les deux corps sont là pour toujours. Imagine que la glace fond ou se déplace, la lumière est bleue, verte, ou c'est le noir complet. Rien ne bouge autour d'eux. Gelés, ils gisent là, l'un près de l'autre, en vêtements 4. Vincent O'Connor, le jeune répétiteur d'Oxford que les deux jeunes Nicholson avaient eu pour précepteur l'été précédent, et Meryl Wing, sa fiancée, se tuèrent en effectuant une ascension dans les Alpes suisses. Le 21 août 1 111 111 il y tint, 111 111 d de tout et des chaussures cloutées. Tandis que moi, je suis ici, j'écris dans mon pavillon, d'où les champs de blé s'offrent à ma vue. J'imagine qu'ils se sentirent tournoyés comme des cerceaux, meurtris, assommés, une fois passé leur premier sursaut d'horreur lorsqu'ils s'aperçurent qu'ils perdaient l'équilibre. Un été très violent. C'est ce que je disais à Jeannie Buzy, Julien et Quentin sur la terrasse, dimanche dernier. Les travaux de l'église se sont terminés aujourd'hui et on a démonté l'échafaudage. Je lis Lehmann avec intérêt et admiration et c'est là un esprit clair et rigoureux qui, de temps à autre, se laisse aller à la poésie, mais, comme toujours, je suis épouvantée par la mécanique du roman, beaucoup de travail pour un faible résultat. Je ne vois pourtant pas d'autres débouchés pour ces dons, et ces livres-là offrent peu de substance. On y voit briller une flamme claire ici ou là, mais guère plus, probablement. Pourtant il possède, je suppose, tous les dons que je n'ai pas. Elle s'est inventée une histoire, l'a développée, créé des personnages et tout ce qui s'ensuit. Annie m'a offert aujourd'hui un presse-papier de Strand, Strachel en Écosse, pour nous remercier d'avoir réglé sa note d'oculiste. Mardi 2 septembre je descendais le sentier avec Lydia. Si cela ne cesse pas, me disais-je, parlant du mauvais goût que j'avais dans la bouche et du bruit qui m'enserrait la tête comme une cage de fer, c'est que je suis malade. Oui, je suis vraisemblablement détruite, disparue, morte. Zut alors. Là, je tombais tout en disant, comme c'est bizarre, des fleurs. Par bribes je me sentis, je me suis transportée au salon par Ménard, je vis elle très effrayée, dit, je vais monter les battements 5. VW Lisetta Note in Music,
le second roman de Rosamund Lehmann, dont la version française, de Jean Talva, une note de musique, paru à la librairie Plomb, dans la collection Feu croisé rapide de mon cœur, la douleur. Les forces se firent plus violents quand j'atteignis le seuil, ils me paralysèrent comme un gaz, je perdis connaissance puis mes yeux enregistrèrent de nouveau le mur du tableau, je voyais de nouveau la vie. Étrange, dis-je, et je suis resté allongé là, me remettant peu à peu, jusqu'à 11 heures, où je me traînais vers mon lit. Aujourd'hui mardi, je suis dans mon pavillon et elle doit venir. Courageuse vieille femme, mais d'avoir frôlé la mort fut instructif et curieux. Si eux m'étaient réveillé en la divine présence, c'eût été les poings serrés et la fureur aux lèvres. Je n'ai pas du tout envie de venir ici, ainsi me serais-je exclamé. Je me demande si c'est l'état d'esprit habituel des gens qui meurent de mort violente. En ce cas, imaginez à quoi peut ressembler le ciel après une bataille. Je crois qu'on pourrait écrire une fantaisie intitulée Réflexions inspirées par la vue d'un faucheux. Il y en avait un à l'instant, j'ai quitté le pavillon pour m'installer ici, ce qui dérange à la fois elle et Annie, qui se traînait sur le papier fait à la main, sur lequel je dois apposer 600 fois ma signature. Cette tache claire de soleil était son seul plaisir. Oui, mais les faucheux sont détestables parce qu'ils mangent nos plantes. J'ai une certaine indulgence pour leur très rare plaisir. Quelles sont nos relations avec les insectes? Il me revient brusquement à l'esprit que lors d'autres maladies j'accrochais sur ma personne un bout de papier, en cachette de l'infirmière, tant était formidable mon envie d'écrire. Je vais employer ces dernières pages à faire le point de notre situation. Une carte du monde. Abstraction faite de Nelly, sujet qui m'assomme, nous sommes maintenant beaucoup plus riches et plus libres que nous l'avons jamais été. Pendant des années je n'ai jamais eu une livre devant moi, un lit confortable ou une chaise qui n'ait pas eu besoin d'être rembourrée. Ce matin à Mons c'est une exagération. L'édition de Hombail, composée pour l'impression par VW en personne n'était que de 250 exemplaires, voire plus au 16 juin 1930. Une maison d'ameublement de le 217 nous a livré 4 fauteuils tout à fait confortables, et nous ne voyons rien là d'extraordinaire. Je vois rarement lit-on, c'est vrai. La raison est, j'imagine, que nous ne cadrons pas avec les gens qu'il reçoit, ni lui, avec ceux que nous recevons, mais quand nous pouvons nous voir seuls, tout se passe comme auparavant. Cependant, quel sentiment peut-on avoir pour des amis que l'on ne voit que 8 fois par an? Quant à Morgan, je reste en rapport avec lui, selon l'irrégularité chronique qui nous est propre. Nous avons tous un sentiment aigu de la vie et faisons rarement ce que nous n'avons pas envie de faire. Mes relations avec ma famille, du côté des belles, sont improvisées, fécondes et intimes. Julien et Quentin changent tellement. Cette année, Quentin a des vêtements fripés, beaucoup d'aisance, de naturel et de talent. L'année dernière, il était soigné, méticuleux et affecté. Julien publie chez Château et Ouin du 3. Quentin Nessa et Duncan, je suis persuadée que rien maintenant ne peut plus détruire cette relation sereine, car elle se fonde sur une vie de bohème. Mon goût ne fait que croître en ce sens, malgré la prodigieuse renommée. Elle a pâli depuis le 15 juillet, je traverse une phase d'obscurité, je ne suis plus un écrivain, je ne suis rien, sinon très contente. Je me sens de plus en plus attirée par le laisser-aller, la liberté, les repas cuits d'avance, pris sur un coin de table. Ce rythme, je dis que j'écris les vagues selon un rythme, non une intrigue, en harmonie avec celui des peintres. Par conséquent l'absence de gêne, de décorum et la satisfaction sont assurées. Adrien, lui, je ne le vois jamais. Je suis en relation constante avec Ménard. Je ne vois jamais Saxon 11 me rebute un peu par son manque de générosité, pourtant je voudrais lui écrire. Peut-être le ferai-je. George Duckworth, sentant l'approche de la tombe, souhaite déjeuner avec Nessa, souhaite éprouver à nouveau les sentiments d'autrefois. Après tout, Nessa et moi sommes ses seules parentes. Le croassement caractéristique du corbeau ralliant son gîte, voilà ce que c'est. Je pense que les plaisirs du snobisme s'affadissent avec l'âge, et puis nous nous sommes accomplis. Rattrapés, c'est son expression. Winter Mouvement paru en octobre 1930, voir IVVW l'été, numéro 2224, du 28 août, adressé à Ethel Smith 218. Ma carte du monde manque de rondeur. Il y a Vita Zéro, elle était ici l'autre jour, de retour d'Italie, avec 2 garçons, une auto poussiéreuse, des sandales et des chants, tiers florentin, des romans,
et Dieu sait quoi encore éparpillé sur les sièges. Mes amis me servent de lanterne, voient un autre champ grâce à votre lampe. Plus loin, c'est colline. J'élargis mon horizon. Lundi 8 septembre, cahier XX. Sur la première page est écrit 8 septembre 1930 Monks Rodmel. Lundi 8 septembre, je signale mon retour à la vie. Autrement dit, écrire, c'est commençant un nouveau cahier, et il se trouve que c'est l'anniversaire de Toby, je m'en aperçois. Il aurait eu, crois, 50 ans aujourd'hui. À notre arrivée ici, j'ai eu mon mal de tête habituel, BIE habituel, et jusqu'à hier j'ai reposé, pareil à une fibre des muscles détendus, sur mon lit dans le salon. Maintenant me voilà debout et active, l'esprit plein d'une image nouvelle, mon défi à la mort dans le jardin. Mais la phrase sur laquelle devait s'ouvrir ce cahier était personne n'a jamais travaillé aussi dur que moi, exclamation proférée à l'instant, alors que je glissais un trombone ST les 14 pages de mon article sur Aslit. Il fut un thème où j'expédiais ce genre de choses en une seule journée de travail. Maintenant, et en partie parce que j'écris ces articles pour l'Amérique et dois prendre mes dispositions à l'avance, je leur consacre, je l'avoue, un temps ridicule et trop d'épine. C'est en janvier, je crois, que j'ai commencé à lire Aslit et je ne suis pas certaine d'avoir harponné cette petite anguille en son milieu, la moelle, ce qui est précis, l'objet de la critique. Ce serait une entreprise très difficile, sans doute, que d'aller à sa recherche dans tous ces essais, si nombreux, si courts, et traitant de tous les sujets. Peu importe, il partira aujourd'hui, mon appétit pour la critique s'en trouve curieusement aiguisé. J'ai un certain don de ce côté-là. Reste l'écrou, la meule et la torture. Vita vient demain, mercredi nous allons à Sissinghurst. Jeudi je m'attaque aux vagues. Cette maladie m'a donc valu 2 semaines d'interruption. Mais, comme je le pense souvent, des périodes de silence, passées à ruminer et à imaginer plus de choses qu'on en peut utiliser, se révèlent enrichissantes. Je me creusais trop la cervelle. Toujours est-il que c'est notre été le plus heureux depuis que nous avons Monxos, le plus satisfaisant. Nous espérons, sur la foi du témoignage de Percy, nettoyer la tombe du vieux Outcasworth 5, que la ferme de Backstampé a été achetée par un éleveur de chevaux et que toute la terre doit être mise en herbe, non pas en bungalow. Et Annie nous surprend chaque jour par son bon caractère, sa dextérité, la sympathie qu'elle nous témoigne. Elle représente l'argument le plus convaincant que je connaisse en faveur des domestiques qu'on ne loge pas à demeure. Hier j'ai envoyé une petite annonce à Time and Petite 6. Mais chut, il est essentiel que cela reste un secret absolu. Le temps est celui, typique, de septembre, clair, ensoleillé et frais. Nous projetons de faire de ma chambre le salon, pour profiter de la vue. La laisser perdre jour après jour semble criminel. Les yeux vieillissants n'ont pas de temps à perdre, non. Je voudrais avoir une autre vie et la vivre dans l'action. C'est à cela que je pensais en regardant le mont Caburn, et j'essayais d'imaginer les sentiments d'un homme jeune et robuste en train de l'escalader, un homme avec femme et enfants et une carrière à la City, je pense, non. C'était un homme politique, et je crois que cela pouvait être aussi un fonctionnaire des aides. Ce n'était pas un écrivain. Voilà le révérend James Bowen à Wekesworth, qui fut recteur de Rodmel de 1896 jusqu'à sa mort en janvier 1928, voir IIVW Journal intégral septembre 1927, page 394 à 396. Time and Tide du 13 septembre 1930, cherche femme intelligente et capable d'initiative pour tenir ménage 2 écrivains dans appartement LWCL, non logés. Savoir bien cuisiner essentiel. Pourrait convenir à 2 amis pouvant se relayer à la demi-journée. Gage à débattre. Longues vacances d'été, ainsi qu'à Pâques et Noël. Boîte 8415, histoire que j'invente. Et ceci, à 50 ans Priestley dira, pourquoi les intellectuels ne m'admirent-ils pas? Ce n'est pas vrai que je n'écris que pour l'argent, il sera énormément riche, mais il aura toujours cette épine dans le pied, ou du moins je l'espère. Toutefois je n'ai pas lu, et je sache que je ne lirai jamais un livre de Priestley. Quant à moi, pour me consoler, je reçois une lettre de Monsieur Spenders me disant qu'il fait plus de cas de mes compliments que de ceux de tout autre critique, et il m'envoie ses poèmes. Alors j'invente cette formule pour Bennett et Priestley, les hommes de lettres et d'affaires. Mercredi 24 septembre j'ai repris mon bâton, j'aimerais pouvoir dire que mon livre est mon bâton, mais, Seigneur que de gens j'ai vu.
qui m'ont arraché des mains ce soutien. Ce doit être l'après-midi où j'ai écrit cela, oui, parce que elle et Percy étaient occupés à transporter les meubles dans le salon, que les petites têtes flacons pharmaceutiques, de Mary et Barbara, Hutchinson, sont apparues à la fenêtre. Quelle grimace j'ai faite! Et puis il y a eu Alice Ritchie, puis les Wolves, puis Morgan, puis une soirée à Charleston, et ensuite ce fut Londres et ces drôles de femmes, Missy Botson et Mrs. Starr, J.B. Priestley, dont les livres qui connurent un énorme succès de vente, The Good Companion et Angel Pavement, parurent en 1929 et 1930, respectivement. Stephen Spenders, né en 1909, venait de quitter Oxford, où sa passion pour la poésie et son ambition d'être poète s'étaient encore intensifiées. Les calculs qui suivent se voient sur la page opposée au texte. 280 120, pour la longueur sans cesse des vagues. Jean 288 maintenant au tiers, je suppose, 29,160. La mère de L.W., sa sœur Bella et Thomas Hawthorne, le mari de celle-ci, venu de Hong Kong en congé, prirent le thé à Monkshods le 12, puis encore, avec Harold Wolff, le 26 septembre. Alice Ritchie passa la nuit du 17 septembre et E.M. Forster la fin de semaine du 20-22 septembre. Le 23 septembre, les Wolves se rendirent à Londres en auto afin de rencontrer les personnes qui avaient répondu à la petite annonce que VW avait envoyée à Time and Tide, Miss Robertson, Mrs. Starr et Miss Rivette Carnac. Le 25 Arnold Forster vint déjeuner à Monkshods, et Dorothy Bussy prit le thé, accompagnée de sa nièce et de son neveu, Ellie et Dick Randall. 221 Je suis une cousine de Florence Nightingale, nous déclara Mrs. Starr. Quand je lui ai dit que je lui étais apparentée, moi aussi, son regard déjà fuyant le devint plus encore. Je ne sais pas faire les omelettes, dit Missy Botson, s'adressant d'un ton plaintif, en même temps que hargneux, à Mrs. Starr. Évidemment, il serait désastreux que vos plats soient servis brûlés, dit Mrs. Starr. Vous me donneriez mon onger, je pense, dit Missy Botson. Missy Botson était ruinée. Quand on n'a rien, il ne faut pas faire la petite bouche, dit-elle, et voilà pourquoi j'en suis de nouveau réduite à ceci. Missy Botson avait jadis possédé 2 automobiles qu'elle louait comme voiture de place à Londres, mais la concurrence avec les hommes s'était avérée trop forte. Et puis aussi elle avait été malade. Décharnée, barbouillée de rouge, elle portait une petite jaquette de velours côtelé, une blouse blanche passablement sale, une pochette rouge, des bas épais et reprisés et de solides chaussures. Mrs. Starr était en soie bleu Liberty et coiffée d'un chapeau de paille. Elle reprocha à Missy son manque de confiance en soi. Si je pouvais faire un essai, répétait Missy, mais vous serez vite au courant, disait Mrs. Est-ce je ne sais pas cuisiner des plats compliqués, disait Missy. J'aimerais faire un peu de ménage, je ferai le ménage, disait Mrs. Est-ce et vous vous occuperez de la cuisine. Ces remarques, échangées sur un rythme rapide, laissaient de toute évidence supposer de nombreuses discussions préalables. Mais comment Mrs. S., si solide malgré ses airs sournois, avait-elle bien pu entrer en contact avec Missy, si extravagante, avec ses yeux bleus effarés et son grand chapeau? On se le demandait. Il se dégageait d'elle un indéfinissable relent de souillure, de déséquilibre, quelque chose d'équivoque et de sournois. Je crois qu'elle sut presque tout de suite que nous les avions percés à jour, et que la place n'était pas pour elle. Nous nous nourrissons de salade, dit Mrs. S., bien que je ne sois pas végétarienne. En effet, le sac de toile marron qu'elle laissait derrière elle contenait plusieurs laitues enveloppées de papier. Miss Rivette Carnac 12 descend d'une grande famille qui 12. Les